Dans cette vidéo, nous allons parler du parallélisme d'un point de vue de l'architecture matérielle. On va commencer par la classification des différents principes de parallélisme. Pour ça, on peut s'appuyer sur la taxonomie de Flynn, qui essaye de classer, qui fournit 4 catégories, classées selon le type d'organisation des flux de données et des flux d'instructions. Ça donne donc ce tableau-ci, où vous avez, si votre processeur traite une seule donnée à la fois, c'est la ligne du dessus. S'il est capable de traiter plusieurs données en simultané, c'est la ligne du dessous. Si sur une donnée unique est appliquée qu'une seule instruction, on est donc sur la catégorie SISD pour Single Instruction, Single Data. Si sur une donnée unique on sait appliquer plusieurs instructions, on est sur du MISD pour Multiple Instruction, Single Data Stream. Si par contre vous pouvez traiter une même instruction sur plusieurs données en simultané, on est sur du SIMD, Single Instruction Multiple Data, et si vous savez traiter plusieurs instructions et faire plusieurs données différentes, bref, faire ce que vous voulez, on est sur du MIMD pour Multiple Instruction Multiple Data Stream. Et donc on sait classer un petit peu les différentes architectures dans ces cases-là. Alors des fois c'est un peu flou, mais de manière générale, c'est un bon repère. Et ces termes SISD, MISD, MIMD et SIMD sont des termes qui reviennent très souvent dans la littérature. Donc c'est quand même important de s'en rappeler et de savoir ce qui se cache derrière ça. Donc on va maintenant les passer tous les 4 en revue. Commençons avec la catégorie la plus simple, c'est le SISD pour Single Instruction, Single Data Stream, où vous avez une donnée auquel on applique une instruction. C'est tout. Et donc à chaque cycle, une donnée, une instruction. C'est typiquement les machines séquentielles. Donc par exemple l'architecture von Neumann, qui est la première architecture théorique, c'est l'exemple même de ce type d'architecture. Sinon, on peut considérer que les ordinateurs grand public jusqu'à la fin des années 90 rentraient dans cette catégorie de machines d'architecture SISD. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que par exemple, à partir du Pentium 1, les processeurs étaient équipés d'unités superscalaires, ce qui signifie qu'à l'intérieur du processeur séquentiel, certes, il y avait des zones où le processeur savait appliquer des instructions simultanées. Donc c'est pas purement du SISD, tout n'est pas tranché, mais d'un point de vue global, la machine est considérée comme séquentielle et on classe ça dans les SISD. Deuxième catégorie, ce sont les MISD pour Multiple Instruction Single Data Stream. Dans ce cas-ci, on a une donnée ici qui est traitée en simultané par différentes instructions. Alors, un cas d'utilisation, ce sont les réseaux systoliques. Alors, réseau systolique, ça ressemble à un genre de truc là, où chaque DPU c'est une unité de calcul. Et c'est utilisé par exemple pour du traitement de signal ou des choses comme ça, où on a une donnée et on veut y appliquer plusieurs fragments d'opérations mathématiques dessus. Donc en fait chaque DPU va être responsable d'appliquer un fragment d'opération mathématique. Et ça pour du traitement de signal par exemple, ou pour du traitement de matrice et des choses comme ça, c'est utilisé. Maintenant c'est vraiment pas fréquent. Dans la pratique, il n'y a pas beaucoup d'implémentation. Sinon, il y en a qui disent dans la littérature que c'est aussi appliquer le même traitement sur des processeurs différents à une même donnée pour générer de la redondance. Voilà, dans la navette spatiale américaine, c'est ça. Maintenant, peut-on vraiment parler des MISD? Parce que, oui, ok, des unités de calcul différentes, mais elles appliquent la même instruction. Enfin bon, ça se discute. Sinon, l'implémentation pratique, c'est pour du traitement de signal. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus courant. C'est plus anecdotique. Alors, on a la catégorie SIMD pour Single Instruction Multiple Data Stream. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. On a des données différentes, donc toutes des données différentes ici, et auxquelles on applique en simultané une même instruction. Alors ça pourtant, dans la littérature, certains appellent ça le parallélisme au niveau de la mémoire, parce que visuellement, ici on voit qu'il y a une forme de parallélisme vis-à-vis des accès aux données.
Cependant, c'est clairement pas un terme très utilisé, donc ça vous pouvez l'oublier. Quelque chose qui est par contre souvent utilisé pour décrire cette architecture-là, c'est le terme de processeur vectoriel. Parce que vous avez un vecteur et vous traitez tout le vecteur en simultané. Donc on peut voir les données ici comme un vecteur ou un tableau à une dimension, et vous traitez toutes vos cases en simultané. D'où le terme processeur vectoriel. Il faut savoir que dans les processeurs x86 actuels, Core i5, 7, Ryzen et consorts, donc vos processeurs, quand vous codez, quand vous faites des instructions, je sais pas moi, ici on est en mode scalaire, donc quand vous codez, votre code quand il est compilé, il est exécuté de cette façon-là, quoi. Donc vous avez deux variables, vous additionnez, vous stockez le résultat dans une troisième, il fonctionne en mode scalaire. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur d'un cœur de calcul d'un CPU moderne, il y a des unités de calcul de type SIMD qui sont, je vais pas dire cachées, mais qui la plupart du temps dorment, qui servent à rien. Parce que pour les utiliser, il faut coder spécifiquement pour les utiliser. Parce qu'il faut aller mettre les données dans un vecteur A, aller mettre les données dans un vecteur B, ensuite coder des trucs et pour pouvoir appliquer les mêmes opérations sur toutes ces données, et votre processeur sera capable de faire ce traitement simultané sur tout le vecteur. Sur les dernières versions, je crois que c'est 512 bits la taille du vecteur. Voilà, ça s'appelle le jeu d'instruction AVX. Si vous avez déjà vu ça. Qui permet de faire ça. Mais il faut coder spécifiquement pour ça, ce que personne ne fait, à part dans certains logiciels de simulation scientifique, ou certains benchmarks qui vous sortent des scores ahurissants, mais qui représentent rien, ou de logiciels de compression vidéo, par exemple. Donc il y a moyen mais il faut que ça soit codé spécifiquement. Donc c'est pas très connu, en tout cas pas par le grand public. Voilà. Mais donc dans vos processeurs, chaque cœur i5, i7 et consorts dispose d'instructions AVX et qui a donc un module SIMD à l'intérieur. Il faut savoir aussi qu'il y a des architectures SIMD qui disposent de plusieurs séquenceurs. Donc en gros, si je reprends le schéma en haut à droite, c'est comme si j'avais ces deux unités-là doivent faire la même instruction, et ces deux unités-là doivent faire la même instruction, mais ça peut être une autre que l'instruction d'en bas. Par exemple, ici l'instruction rouge et en bas l'instruction bleue. Dans ce cas-là, on parle de multiple SIMD ou MSIMD. Les processeurs graphiques, c'est un petit peu le principe du MSIMD. Alors, dernière catégorie de la taxonomie de Flynn, la classification MIMD pour Multiple Instruction, Multiple Data Stream. Ici, je ne vais pas m'étendre, c'est chaque unité de calcul a sa propre donnée et sa propre instruction, c'est open bar. Par contre, il y a deux catégories. On distingue les MIMD à mémoire partagée, où tout le monde accède à la même RAM, donc il y a une zone mémoire, et tous les cœurs y accèdent. C'est une zone mémoire commune. Typiquement, un Core i7, i3, i5 et consorts, c'est une même zone mémoire pour tous les cœurs du processeur. Et on a les MIMD à mémoire distribuée. C'est dans ce cas-là, il y a des zones. Donc typiquement, si je prends le dessin, vous avez les cœurs du dessous accèdent à cette mémoire-ci, et les cœurs du dessus ont leur zone mémoire à eux aussi. Voilà. Donc ça, c'est la mémoire distribuée. C'est une autre architecture. Ça porte des termes techniques. Donc il y a deux cas qui suivent. Je rentre un peu plus en détail, mais voilà. Le mémoire partagée, on parle d'SMP, et le mémoire distribuée, on parle de NUMA. Alors, pour la petite info, il y a des processeurs grand public qui un peu particuliers. Alors ici, vous voyez Ryzen en gros, mais les Ryzen, ils sont comme les Core i7. Hein. Voilà. Par contre, ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est en petit, c'est les Threadripper. Donc les Ryzen Threadripper ou en serveur, leur équivalent, les processeurs EPIC de chez AMD. Ces processeurs-là, d'un point de vue technique à l'intérieur, tous les cœurs ne sont pas connectés aux mêmes barrettes de RAM. Et donc, d'un point de vue branchement, c'est du MIMD.
c'est pas du... qu'est-ce que je dis? C'est de la mémoire distribuée, c'est du NUMA, d'un point de vue connectique à l'intérieur. Par contre, c'est pas courant pour le grand public. Et donc le processeur se comporte bien nativement, enfin vu du logiciel d'exploitation, etc., comme du SMP. Donc il fournit une plage d'adresse mémoire commune pour tous les cœurs vu de l'extérieur, mais on sait le faire reswitcher en mode NUMA dans le BIOS. Voilà. Mais je vais en parler un petit peu plus tard. Donc le SMP, c'est pour Symmetric Multiprocessing. Donc la zone mémoire est commune à tous les processeurs de la machine. Donc vous avez dans l'image ici les processeurs, leur cache, il y a un bus et ensuite ils passent tous par ce bus pour avoir accès à la mémoire vive. Et de cette façon, ils accèdent de manière plus ou moins similaire à la mémoire. Et ils doivent se synchroniser via, tiens, qui accède à quoi, à quel moment, via ce bus, ce fameux bus. Chez Intel, ça s'appelle le QPI, pour Quick Path Interconnect, si je me rappelle bien. Alors oui, quand je parle du bus QPI, c'est dans le cas où vous vous retrouvez avec des sockets différents sur une même carte mère. Et donc pour que le pool de RAM soit vu comme commun entre tous les sockets de vos processeurs, c'est un bus QPI chez Intel. C'est voilà, c'est quelque chose, c'est le plus simple, c'est l'architecture la plus simple. Mais maintenant ils partagent tous. En fait, c'est pas forcément la plus efficace, ça dépend du contexte. Des fois ça l'est, des fois ça ne l'est pas, parce qu'ils doivent se synchroniser, donc cette synchronisation a un coût. Mais je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Et voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est un peu compliqué de vous parler des SMP et de NUMA comme ça, parce qu'il y a un peu deux points de vue. On peut voir ça d'un point de vue d'un processeur tout seul. Donc comme je disais précédemment, un Core i7, c'est du SMP. Et donc entre chaque cœur, vous avez un réseau d'interconnexion au niveau de l'accès à la RAM. Et typiquement, par exemple, un crossbar, enfin ça dépend des modèles et des générations, mais là vous avez un exemple de crossbar. Mais ça peut être vu aussi les SMP d'un point de vue, enfin pour des architectures à plusieurs sockets. Et là vous avez aussi un réseau d'interconnexion de vos différents sockets. L'autre façon de faire, c'est le NUMA, pour Non-Uniform Memory Access. Et bon, on reprend un peu le même schéma que précédemment, sauf que le réseau ne se trouve pas avant l'accès à la RAM, mais il est après. Donc vous voyez ici sur le schéma que chaque processeur a sa propre RAM, et il peut communiquer avec les autres processeurs ou accéder à la RAM des autres processeurs via un bus. Donc c'est différent. Ce qui fait que si un processeur veut accéder à des données qui sont dans sa RAM, ça va vite, mais s'il veut accéder à des données qui sont dans la RAM d'un autre, c'est plus lent. Donc les temps d'accès varient en fonction d'où sont les données. Et donc voilà, chaque RAM est réservé à un seul processeur. Et donc ils doivent en plus se demander l'autorisation. Donc un processeur doit accéder à une donnée dans la RAM de l'autre, il doit passer par l'autre processeur pour avoir l'accord. C'est pas aussi simple que sur le schéma. Donc c'est une architecture qui est à la fois plus complexe et plus simple. Donc vis-à-vis d'un processeur tout seul, là, c'est plus simple si les données sont ici. Cette architecture est plus simple si toutes les données que le processeur a besoin sont dans sa RAM à lui. Par contre, si les données sont réparties en les différentes zones de mémoire, là c'est plus compliqué que l'architecture précédente. Voilà, alors ça je l'ai parlé, temps d'accès qui diffère en fonction des zones de mémoire. Et donc des fois on appelle ça, donc vous avez le SMP, tout le monde a accès, là le pool de RAM est vu comme commun. Le clustering, vous avez carrément des machines différentes qui communiquent via un réseau. Et le NUMA, en fait, c'est un petit peu à cheval entre les deux. Donc vous avez, c'est un petit peu vu comme des machines différentes, mais sur une seule et même machine avec un seul et même OS qui tourne. Vous pouvez le voir comme ça. Et à la place que les machines communiquent avec un réseau Ethernet entre, elles communiquent avec un réseau en direct sur la carte mère. Ça peut être vu comme ça. Donc c'est un peu à cheval entre les deux. Alors voici un petit benchmark d'AMD. Donc je vous parlais du processeur du Threadripper là précédemment, où dans ce processeur physiquement à l'intérieur c'est connecté en NUMA. Donc chaque cœur n'a pas accès aux mêmes zones de mémoire, mais comme c'est pas la façon de faire sur le matériel grand public, normalement par défaut il magouille et il rend la zone mémoire commune à tout le monde vu de l'extérieur. AMD ils ont appelé ça l'UMA, alors qu'en fait c'est de l'SMP, mais bon le marketing a décidé d'appeler ça UMA. Et si vous reconfigurez le mode processeur en mode natif, c'est le mode NUMA.
Alors souvent ces termes SMP et NUMA sont utilisés pour les architectures à plusieurs sockets, typiquement les serveurs. Ici c'est un cas un peu particulier qui est la AMD Threadripper, mais globalement l'enseignement elle-même, vous allez voir, l'idée c'est que en SMP ou UMA pour AMD, on a souvent des meilleurs débits mémoire puisqu'on additionne les débits. Maintenant dans la pratique, le petit bonus n'est pas colossal, hein, si vous regardez par rapport à là, mais il y en a quand même des débits mémoire supérieurs. Par contre, comme les sockets accèdent à un pool mémoire, enfin les cœurs accèdent à un pool mémoire commun, ils doivent se mettre d'accord, ils doivent se synchroniser régulièrement, ce qui fait que les latences d'accès aux données sont plus lentes qu'en UMA. Puisque quand un cœur va accéder à une donnée qui est dans sa RAM à lui, bah, il ne doit pas demander l'accord aux autres, et donc il y va quand il est en UMA. Tandis qu'en SMP, donc le graphe de gauche, s'il va accéder à une zone, bah, comme tout le monde peut accéder à cette zone-là, on doit être sûr que ok. Et donc c'est plus lent. Voilà. Donc, le NUMA, en théorie, permet plus de perf, à condition que les données qu'un cœur a besoin soient dans sa RAM, ou les données qu'un processeur sur un socket a besoin, dans le cas d'une architecture de plusieurs sockets, soit dans sa RAM à lui. Typiquement, moi j'aime assez bien le NUMA, donc si je vous prends, je sais pas si vous voyez parce que c'est vrai que l'image est foncée, donc je vais faire ça en blanc. Imagine une architecture à 2 sockets. Sur les serveurs, j'aime assez bien. Par défaut, les machines sont configurées en SMP, comme ici par défaut. Et donc souvent les gens ils font pas gaffe. Par contre, quand on configure en NUMA, c'est quand même assez intéressant de configurer l'hyperviseur que vous avez des VM pour mettre une VM sur un socket et une autre VM sur l'autre socket. Ça peut se faire. Du coup, si vous êtes en NUMA, chaque socket accède à sa propre RAM. Donc il a sa RAM ici. Et lui, je vais prendre une autre couleur. Il a sa RAM ici. Et si vous êtes en NUMA, comme la VM est sur son socket, bah, ces données sont sur son socket, vous aurez des latences plus basses. Donc ça se voit hein, sur le bench ici. Vous aurez des latences plus basses en étant en NUMA, si vous êtes dans la configuration telle que j'ai dessinée là, une VM par socket. Tandis que si vous êtes en SMP, bah, vous avez des fois les données se baladent d'un endroit à l'autre non-stop et les cœurs aussi. Et donc vous avez des latences du coup qui sont moins bonnes et vous avez des perfs moins bonnes aussi. Voilà. Donc dès qu'on parle de perf, on en arrive à un moment donné au matériel. Il faut comprendre l'architecture pour essayer d'extraire le maximum des perfs. Et très souvent, quand on veut des perfs, c'est du NUMA. Mais il faut que la partie logicielle soit aware de cette spécificité pour éviter de balancer les données n'importe où. Il me reste 2 choses à voir encore dans cette vidéo. C'est le partage des unités d'exécution. Donc ça c'est le terme français que personne ne comprend. Le terme marketing que tout le monde comprend, c'est l'hypertrading, mais c'est une marque déposée, donc on va oublier ce terme. Le terme exact de ça, c'est le Simultaneous Multithreading, donc SMT pour les intimes. Donc, ce que vous connaissez sous le nom d'hypertrading, donc le SMT, c'est un truc qui est apparu pour le grand public dès le début des années 2000, avec les premiers, c'était les derniers Pentium 4 en fait. C'était de faire croire que à l'époque les Pentium 4 ça a toujours été un seul cœur, et si l'hypertrading était activé, c'est de faire croire qu'il y avait plusieurs cœurs. Et donc dans le cas de l'hypertrading, un Pentium 4 à un cœur hypertradé faisait croire au système d'exploitation qu'il y avait 2 cœurs. Et donc quand vous avez un Core i7 à 4 cœurs hypertradé, il fait croire à votre système d'exploitation qu'il y a 8 cœurs. En fait, il y a 8 cœurs logiques, donc 8 threads, mais 4 cœurs physiques dans le cas de ce type de processeur i7. Et donc dans ce cas-là, on parle de SMT de degré 2. Donc le SMT sur les processeurs grand public, c'est du degré 2. Mais il existe sur des systèmes pas grand public, du SMT de degré 8, ça existe. Ou si vous avez 10 cœurs, avec du SMT de degré 8, il fait croire qu'il y a 80 cœurs vis-à-vis du système d'exploitation. 80 cœurs logiques pour 10 cœurs physiques, ça existe. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu architecturellement ce que ça a comme implication dans le cas d'après. Sinon, il faut savoir que ça va pas doubler les perfs dans le cas d'un degré 2, parce que les unités sont pas doublées. C'est comme ça qu'ils ont vendu à le marketing, disant ouais, ça va 2 fois plus vite, il y a l'hypertrading, mais c'est faux. Il y a certains trucs la majorité des unités de calcul sont partagées.
Et donc, en théorie, ils disent que ça permet que les threads exploitent les ressources du processeur qui ne sont pas utilisées en même temps. Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, surtout l'hyperthreading, en fait, c'est quand un thread est en attente. Donc, typiquement, il y a une instruction qui doit s'exécuter sur votre processeur. Et pour une instruction, il y a une donnée, quoi. Vous allez faire une addition sur un truc. Et cette donnée, il faut le temps qu'elle arrive. Et ça met des fois un petit peu de temps. Et c'est là où l'hyperthreading est intéressant. C'est parce que quand il y a un thread qui doit attendre quelques cycles, mais il y a un deuxième thread qui est déjà chargé sur le cœur, et lui, sa donnée à lui, elle est peut-être déjà là. Et donc Go, il peut bosser. Donc dans la pratique, au niveau des latences mémoire, c'est là où on gagne le plus, même si initialement, en fait, ça n'a pas été fait pour ça, l'hyperthreading. Donc, à quoi ça ressemble? Vous avez une couche sur un atome, enfin, on s'en fout de quoi c'est, mais bref, c'est parce que le schéma était bien. Donc, si vous avez de l'hyperthreading, du SMT de degré 2, ben vous avez deux décodeurs d'instruction ici, un par thread. Donc ça, c'est l'illustration d'un seul cœur. Ici, on a un seul cœur. Et donc, on décode deux instructions simultanées et on a deux piles d'instructions pour les deux threads et deux registres, enfin, les registres sont doublés pour les deux threads. Par contre, qu'il y ait un thread ou deux threads, tout ce qui est unité de calcul, c'est pareil. Donc ça, ils n'ont pas modifié cette zone-là. C'est présent dans un seul cœur. Par contre, ici, ils ont fait comme s'il y avait deux cœurs. Donc c'est uniquement sur la partie charger les instructions, les décoder et quelques petites zones registre mémoire. Voilà. Mais si vous avez un thread qui est capable, qui va exploiter en même temps toutes les unités de calcul de votre cœur, bah, le deuxième thread, il va rien faire. Donc votre deuxième thread, il va servir à rien et votre processeur va pas aller deux fois plus vite. Si maintenant vous avez un thread qui exploite les FPU ici en rose, et que le deuxième thread aussi voulait les FPU, bah, il va rien faire. Et ces unités-ci, là, hop, bah, comme aucun des deux threads ne veut les utiliser, elles ne vont rien faire non plus. Donc voilà, c'est très, on va pas doubler les perfs, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Enfin, ce que le processeur veut faire, parce que c'est pas non plus la main là-dessus. Un petit test. Alors, comme on parle de parallélisme, hein, c'est pour ça que je vous parle du SMT. Surtout que on va en parler beaucoup vis-à-vis des GPU. Mais là, ils ont fait, je vous ai mis le lien ici, hein, bon, ça date de 2011, mais vous voyez un petit peu l'hyperthreading, ce que ça permettait, donc en activant ou pas l'hyperthreading. Donc 1, c'est donc différents tests ici, et un score de 1 signifie qu'on a les mêmes perfs avec ou sans hyperthreading. Et vous voyez qu'en doublant donc les cœurs logiques, le plus gros gain ici sur les tests, c'est 40% de perf en plus, ce qui n'est pas rien. Par contre, vous voyez que des fois, vous perdez en perf. Parce que cette gestion de plusieurs threads peut ralentir aussi. Voilà, donc l'hyperthreading ne fait pas x2 les perfs. Vous pouvez perdre un petit peu à gagner 50% dans le meilleur des cas. Dans la pratique, c'est ce que ça donne. Alors, dernier cas de cette vidéo, donc là on a parlé des classes de parallélisme. Le SMT, qui n'est pas vraiment du parallélisme, mais c'est la différence entre les cœurs logiques et les cœurs physiques. Maintenant, il n'y a pas que les processeurs classiques dans les systèmes de calcul. C'est un terme qui est vraiment à la mode en plus en ce moment, sont les architectures hétérogènes. Donc on utilise aussi d'autres types de composants pour faire du calcul. Donc il y a toujours un CPU, hein, au moins un CPU dans une machine, mais à côté de ça, il y a des puces dédiées pour du calcul. Et typiquement, depuis 14 ans maintenant, on peut utiliser les GPU comme coprocesseurs de calcul. Donc les cartes graphiques, les puces graphiques sont utilisées. Il y a d'ailleurs des GPU sans sortie écran, donc des cartes graphiques sans sortie écran, donc qui permettent pas de gérer de l'affichage, qui existent, qui sont utilisés que pour du calcul dans les serveurs. Voilà. Ça, on va en parler ensemble, parce que ça prend quand même beaucoup d'importance dans l'industrie, et on va faire quelques petits travaux TP là-dessus. C'est tout à la fin du cours. Sinon, ça c'est les coprocesseurs les plus connus, mais aussi d'autres choses qui sont utilisées. Donc les DSP, Digital Signal Processor, c'est pour du traitement de signal, et ça se programme.
Une carte son, en fait, c'est un DSP. Une carte son, c'est un DSP. Un modem, c'est un DSP. Maintenant, il y a des DSP industriels dans lesquels il y a plein d'entrées-sorties avec des données. Et on veut y appliquer du traitement en temps réel. Ça permet d'avoir des traitements qui s'opèrent plus rapidement qu'avec un processeur classique. C'est dédié à ça. Donc, dans l'industrie, ça se trouve. Il y a les FPGA. Les FPGA sont les processeurs programmables. Donc, votre processeur est vierge de fonctionnalités. Vous avez un code et ce code est envoyé dans le processeur, et alors les orientations des portes logiques du processeur s'adaptent pour pouvoir exécuter que ce code. Et par un exemple, un processeur classique fait des additions sur 64 bits. Si dans l'FPGA vous voulez un additionneur, je sais pas moi, 217 bits, vous pouvez faire un additionneur 217 bits. Boum, et il fera ces 217 bits en un cycle. Très utilisé en traitement d'image, en plein de choses. Un exemple, Microsoft chez Azure, ils n'utilisent pas des cartes réseau entre les différents serveurs. Ce sont des FPGA qui gèrent les communications des différents serveurs. Ça permet d'éviter toute la couche IP, Ethernet et consorts. C'est un protocole maison. Ils ont codé leur FPGA pour faire ça et ils gagnent des latences sur tous les transferts de données. Voilà un exemple d'utilisation. Est-ce que certains utilisent ça pour de l'IA? Voilà. ASIC, ASIC c'est vous faites votre processeur dédié. Donc, très souvent les gens ils se disent ouais l'FPGA c'est bien, mais c'est pas encore assez rapide. Je veux quelque chose qui est encore plus rapide et je veux fabriquer mon processeur dédié. Et donc là c'est l'ASIC. Mais bon, il faut faire ça coûte il faut faire 100 000 unités pour que ça soit rentable. Voilà, c'est pour les grosses boîtes. Par exemple, Google, ils ont fait leur propre ASIC pour accélérer les réseaux neuronaux. Donc ils appellent ça un TPU pour Tensor Processing Unit. Donc ils ont fait leur propre processeur dédié à ça. Voilà, donc il y a plein de petites choses en plus dès qu'on rentre dans l'univers du HPC, donc HPC High Performance Computing. On est confronté à des architectures un peu particulières qui viennent s'ajouter à tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Et ceci clôture cette vidéo.